Bonjour et bienvenue, je suis Michel Wozniak, je suis très heureux aujourd'hui de présenter cette masterclass avec Marc Atala. Bonjour Marc. Bonjour Michel. Alors déjà, désolé, Nathalie pourra pas être avec nous aujourd'hui, elle est au Mexique comme on est en pleine nuit, donc on va la laisser dormir. En tout cas, bah, écoute Marc, je suis ravi de pouvoir passer un moment avec toi et ce que je vais te proposer, c'est tout simplement que tu te présentes. Qui es-tu Marc? Alors, pour me présenter, aujourd'hui j'occupe je diversifie mon activité selon trois pôles, disons. J'enseigne la littérature française à l'Université de Lausanne, donc en fait je suis ce qu'on appelle maître d'enseignement et de recherche. Donc autant de la recherche autour de ces nouvelles formes de fiction que sont la science-fiction par exemple, les relations entre la science, les technologies, la littérature, etc. J'enseigne aussi et à l'Université de Lausanne et à l'EPFL dans le cadre d'un programme qui s'appelle Sciences humaines et sociales, qui est donc des cours de sciences humaines destinés aux étudiants de l'école polytechnique. Euh, Puis parallèlement à ma carrière académique, que j'ai amorcée il y a quand même bien longtemps maintenant, je dirige un musée qui s'appelle la Maison d'Ailleurs, qui est un musée à Yverdon-les-Bains, dédié à la science-fiction. Donc c'est un musée qui essaie de trouver un peu des nouvelles manières de faire musée aujourd'hui. Pour intégrer les publics différemment, pour travailler sur des thématiques de société, en lien évidemment avec ces champs que je connais bien de la science-fiction et de ces récits, on va dire, un peu exotiques quelque part. Et puis j'ai créé en 2016, enfin 15, mais c'est officiellement 2016, un festival qui s'appelle Numeric Games Festival, qui est un festival dédié à la créativité numérique, qui se tient chaque fin du mois d'août à Yverdon-les-Bains, qui est un festival vraiment orienté tout public. Et puis, dans mon parcours, j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a maintenant quelques années, en 2008, sur la science-fiction à l'Université de Lausanne. Ok, super. Et j'avais entendu parler aussi d'une association romande de science-fiction. C'est juste, je suis président d'une association qui s'appelle l'Association romande de promotion de la science-fiction, qui est une association qui, en fait, a été créée il y a quelques années aussi et qui remet un prix littéraire chaque année. En l'occurrence, c'est un appel à texte, donc un texte en prose, un texte narratif, où les auteurs débutants ou amateurs peuvent nous suggérer des textes, des nouvelles, c'est relativement court, en lien avec une thématique annuelle. Et les 10 meilleurs de ces textes sont publiés dans un recueil qui sort chez Licelas, qui est une maison d'édition à Vevey. Euh, euh, et je préside cette association qui a de plus en plus de textes chaque année, mais heureusement, c'est pas moi qui les lis. Il y a un jury qui est composé de gens qui connaissent ça très bien et qui permet de pouvoir promouvoir en fait les jeunes autrices et auteurs pour montrer comment la créativité en termes littéraires se vit beaucoup aujourd'hui. Hein, c'est environ 150 textes par année qu'on reçoit avant d'en publier que 10. Super, super, super. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, tu t'intéresses tout particulièrement à tout ce qui est littérature conjecturale, comme l'utopie, la dystopie, voyage imaginaire et science-fiction. Peut-être ça serait intéressant. Est-ce que tu pourrais nous définir ces termes? Déjà, qu'est-ce que c'est que littérature conjecturale, utopie et dystopie? Comme ça, on sait de quoi on parle. Alors, le terme de littérature conjecturelle est un terme générique en fait qui regroupe un ensemble de récits que l'on connaît à peu près tous. Et pour bien comprendre pourquoi on utilise ce terme, c'est que en fait, il s'appuie sur le fait que lorsque je lis un texte ou lorsque je vois un film, pour comprendre ce texte ou ce film, je dois activer, que je fais en tant qu'adulte évidemment inconsciemment, je dois activer un ensemble de processus interprétatifs. C'est-à-dire que je dois dire euh, comprendre un monde, comprendre une intrigue, c'est être capable de la situer par rapport à nous. Donc en fait, en général, on définit plusieurs genres de littérature. Il y a celle où on active des connaissances qui sont celles que l'on active au quotidien, ce qu'on appelle le réalisme. Il y en a parfois où on active des connaissances dans lesquelles vous avez l'acceptation de la magie, ce qu'on appelle le merveilleux ou la fantasy pour les Américains. Où pour comprendre Harry Potter, on doit accepter que dans ce monde-là, il y a une forme étrange, hein, finalement, qui est la présence de la magie, alors que dans notre quotidien, nous, il n'y a pas de magie. Et une fois qu'on a admis l'existence de la magie dans cet univers-là, le reste est complètement cohérent. Alors, la littérature conjecturale, c'est tous les récits.
qui, pour être compris, suppose du lecteur ou du spectateur d'accepter ou de tenir compte dans leur interprétation d'une conjecture. Et qu'est-ce que c'est qu'une conjecture? C'est en fait une extrapolation rationnelle. Donc si dans la science, par exemple, du 21e siècle, on accepte qu'il est possible que dans le cosmos, il y ait des formes de vie non humaines, donc extraterrestres, on sait que c'est aujourd'hui rationnel. Ça ne veut pas dire que c'est réaliste, ça veut dire que c'est rationnel. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous croyons, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais croyons que bah, il y a peu de chances qu'on soit tout seul dans l'univers. Hmm. Ce qui n'était pas le cas au XVIe siècle. Hein. Au XVIe siècle, si vous disiez ça, c'était un peu, vous finissez sur un bûcher. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est plus rationnel d'imaginer qu'on n'est pas seul que l'inverse. Hmm. Donc, si j'écris un roman dans lequel des extraterrestres arrivent sur Terre, en fait, j'extrapole rationnellement Ouais. que je crois déjà. Et c'est pas la même chose que la magie, qui ne pourra jamais advenir, en fait. Ouais. Donc la littérature conjecturale, c'est tous ces récits qui actualisent, qui mettent en scène, ou qui s'appuient plutôt sur un truc que l'on pense être rationnel, Hmm. mais qui n'est pas encore actuel. Donc par exemple, voilà, les clones, il n'y a pas de clones humains, les extraterrestres, etc. Donc dans tout ça est un peu artificiel. C'est-à-dire en fait, c'est des astuces en fait. Mais D'accord. ça crée des mondes qui sont distanciés, ça crée des mondes qui sont mis à distance, mais qui conservent un lien rationnel avec notre quotidien. Super. Et c'est pour ça que la science-fiction fait ça. L'utopie, hein, on fonde un monde différent sur des lois différentes, mais cette fondation de monde, elle se fait de manière rationnelle. C'est pas un truc magique. Euh, euh, les dystopies, on imagine que nos sociétés démocratiques tendent vers des gouvernements dirigistes et autocratiques, et puis on dit bah tiens, un jour ça sera ça, et ça nous paraît rationnel. Alors c'est ça le conjectural, mais tout ça n'est qu'une illusion parce que ce n'est pas réel, ça n'arrivera jamais. Mais ça donne ce sentiment que ça pourrait arriver. Ouais. En tout cas, ça peut donner une sorte de vision, on va dire, de ce qui se passerait si C'est ça. telle ou Mais telle c'est ce chose qui se arrive. passerait aussi sur le problème avec le qu'est-ce qui se passerait si, c'est que ça marche aussi sur Harry Potter. Qu'est-ce qui se passerait si dans le monde il y avait la magie? Ouais. Là, ce qui donne le sentiment que la science-fiction elle est plus proche de notre quotidien, c'est qu'elle ne s'appuie pas sur d'éléments irrationnels. Et D'accord. donc, on a toujours l'impression qu'elle nous dit, voilà vers quoi on va tendre. Alors qu'en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est une illusion. Mais c'est cette illusion qui m'intéresse. Et puis, c'est les forces après de cette même illusion qui va m'intéresser, que je vais trouver intéressante, en fait. Ça marche. Ok, d'accord, merci. Alors, moi, une première question que je voudrais te poser là, c'est un petit peu par rapport à toi, Marc. Euh, Quelle a été ta première passion? Est-ce que c'était le français ou la fiction? Eh ben, je pense que ma première passion n'était ni l'une ni l'autre. Je pense que ma première passion, c'était les mathématiques. Si on D'accord. prend si on prend les passions, on va dire, intellectuelles, euh, j'ai depuis le plus jeune âge été passionné par les mathématiques. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Je pense la rigueur que ça supposait. Enfin, il y a pas mal de points en fait. Ouais. Euh, euh, et la fiction, c'est arrivé assez tard en fait. Mon intérêt pour la littérature s'est un peu lancé au gymnase. J'avais un prof de français qui nous, bah, comme souvent, hein, nos passions viennent souvent de nos mentors, qui m'avait pas mal fait voir les choses autrement, mais vraiment beaucoup. Ce qui fait que plus j'ai avancé dans ce qu'on appelle le gymnase, hein, dans le canton de Vaud, donc le secondaire 2, plus j'ai avancé vers la maturité, plus j'étais passionné par la fiction, tout en restant d'ailleurs pas mal passionné par les mathématiques ou la physique. Et lorsque j'ai dû décider des études que j'allais entreprendre, je me suis orienté contre, voilà, mes parents étaient pas du tout, enfin, ils comprenaient pas comment ça se fait que j'ai fait ça, etc. Mais je me suis décidé à suivre des cours de physique parce que ça m'intéressait quand même, mais en tant qu'auditeur libre, euh, euh, et de faire un master, disons, comme on dit aujourd'hui, une licence à l'époque, en littérature et en philosophie. Donc j'ai découvert les sciences humaines assez tardivement, vers 16, 17 ans, comme ça, mais qui m'a profondément bouleversé et qui continue à me bouleverser aujourd'hui puisque j'en ai fait mon métier. Hmm. Ok, ça marche. Alors, nous, on s'était rencontrés à l'occasion du DevTech, donc qui est une des conférences organisées pour notamment Arma Suisse, donc pour la défense. Et toi, tu étais intervenant à ce moment-là.
Et tu avais expliqué un truc, alors c'est intéressant, on va faire le lien après justement aussi avec ce que ça peut apporter par exemple à la défense, mais t'expliquais le fait que la narration, elle ne passe pas par le même chemin cognitif que l'argumentation. Et tu avais donné un exemple en fait justement de deux chercheurs de l'Université de Cologne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'impact de l'argumentation et de la narration sur le cerveau? Bon, je suis pas cognitiviste et je suis pas spécialiste en neurosciences, mais ce qui est sûr, c'est que la différence de base que l'on peut faire, c'est que l'argumentation est en lien avec la rationalité et le savoir. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche qui suppose que la conviction est argumentée ou rationnellement établie. Donc, si je peux démontrer un ensemble de choses corrélées les unes les autres de manière rationnelle, alors finalement, mon interlocuteur ne pourra être que convaincu par ce cheminement-là. Euh, euh, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de voilà de beaucoup de domaines. Hein. Si je peux montrer qu'il y a une corrélation entre telle substance dans mon corps et telle maladie, si cette substance fait défaut, il y a peu de chances que l'individu se rebelle la contre, indépendamment des protocoles expérimentaux qui font que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Hein. Parce que souvent, on n'établit pas les conditions cadres avec lesquelles l'expérience a été menée. Hmm. Euh, alors que la narration fonctionne évidemment sur un autre mode. Donc, déjà, la première chose, et en particulier la narration fictionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne fonctionne pas sur la rationalité. Elle fonctionne sur un phénomène étrange qui est le fait que lorsque je suis dans une pièce de théâtre, dans un roman, dans un film, je vis ou je pratique quelque chose qu'on appelle l'immersion fictionnelle. Hein. Euh, euh, je peux être immergé dans le monde de la fiction, comme si je me projetais dans un monde et que je vivais une vie qui n'est pas la mienne, manifestement, mais que je vivais une vie par procuration. Hmm. C'est grâce à ça, d'ailleurs, quand j'éprouve des émotions. Et c'est peut-être un des plus grandes différences, c'est que dans l'argumentation, on essaie de minimiser les émotions individuelles, on parle de subjectivité, comme si bah, plus il va y avoir de subjectivité, moins ça sera convaincant pour le plus grand nombre. Alors que dans la narration, on renverse complètement le processus, ça ne fonctionne, cette immersion, que parce qu'il y a de l'émotion. Et c'est ce qui fait que si un film n'est pas capable de nous procurer de l'émotion, on va pas rester dedans. Hmm. Euh, donc, autrement dit, on ne convainc pas les gens au niveau du savoir et de la rationalité dans la narration, mais au niveau de la croyance. Il y a quelque chose qui est très particulier. C'est-à-dire que la narration, elle vient mobiliser nos croyances. On croit ces choses-là. Et c'est peut-être cette opposition qui est pas si forte que ça, mais qui fait qu'on mobilise pas les mêmes aires cérébrales. Le centre de l'imagination, enfin, l'importance de l'imagination dans la narration est fondamentale. Plus un récit va être inventif, imaginaire, différent, nouveau, original, plus il va être convaincant. Hmm. Hein, j'ai vu un bon film, ça m'a l'air, hein, ça m'a touché, même si je sais que c'est pas moi et que c'est pas ma vie et que ça ne le sera jamais. Mais il n'empêche que ce film, malgré le fait que ce n'est pas ma vie dans un monde qui n'est pas le mien et qui ne sera jamais, j'ai l'impression qu'il me dit quelque chose sur moi, en fait. Sur mon rapport à la mort, ou à l'amour, ou à la souffrance, ou à la solitude, ou à que sais-je. Euh, euh, alors que le savoir n'est pas comme ça. Le savoir ne fonctionne pas. Donc, ces deux modes cognitifs, quelque part, puisqu'on apprend via la narration, on n'a qu'à penser aux enfants, hein, à quel point les enfants apprennent par le biais des contes de fées, des histoires que leurs parents leur racontent, pas que par ça, mais aussi par ça à quel point les adultes aussi apprennent, hein, le nombre de gens qui ont dit ou qui peuvent dire, ah, j'aimerais que mon histoire d'amour soit comme dans un film. Alors qu'on sait bien que c'est pas possible. Mais on apprend un ensemble de modèles. Et aujourd'hui, on a des théoriciens de la fiction, hein, au rang desquels, par exemple, Jean-Marie Schaeffer, qui est un théoricien français, mais vivant et enseignant aux États-Unis, qui rappelle que qu'est-ce que c'est que la narration, la fiction, on va dire, c'est une modélisation. Et que cette modélisation, ce modèle, qui fait interagir des individus en prise avec un monde, des événements, etc., que ce qui va nous convaincre, c'est la cohérence de ces choses-là, pas par rapport à notre monde, sinon Harry Potter ne serait jamais convaincant. Euh, euh, donc c'est la cohérence et en même temps la capacité à dire quelque chose sur l'humain. Ouais. Très paradoxal, puisqu'on passe par le subjectif, c'est ce personnage-là d'un roman ou d'un film qui vit ces événements-là et qui m'enseigne quelque chose. Donc il y a une sorte de subjectivité, mais en même temps, cette subjectivité, elle semble s'adresser au plus grand nombre, puisque plein de gens ont vu ce film ou lu ce roman. Ouais. Euh,
Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que la narration, elle diversifie les modèles. Et c'est peut-être ça qui va changer avec le savoir cognitif. C'est-à-dire que dans le savoir rationnel, une fois qu'on a établi une corrélation, on pourrait imaginer que cette corrélation, elle est plutôt stable jusqu'à des révolutions, des nouveaux principes. On va pas à chaque fois les réinspecter. Alors que dans la narration, on fait l'inverse. Ça fait des milliers d'années qu'on raconte tout le temps les mêmes histoires. La mort, l'après-mort, l'enfance, la souffrance, l'amour, les enfants, etc. Donc, donc la narration ne passe son temps à reproduire ou à retrouver des modèles. Elle ne dit pas, ah bah tiens, on a eu l'histoire amour idéal, on n'en écrit plus. Euh, et donc, on va multiplier les modèles comportements, enfin des modèles qu'on pourrait appeler anthropologiques, c'est-à-dire en fait qu'on sait ne pas être les nôtres, Ouais. mais pas du tout, et en même temps qui nous renseignent de manière extrêmement fine sur les variations et les nuances humaines. Donc, on apprend ce qu'est l'homme. C'est ce qui fait que certains chercheurs, on peut penser à un critique qui s'appelle Tzvetan Todorov, par exemple, qui dit le spécialiste en littérature, c'est un spécialiste en relations humaines. Parce que tous ces modèles vont lui enseigner quelque chose de l'être humain, même si aucun être humain n'a jamais vécu ça, par définition. Mais si je peux pleurer dans un film, c'est bien que mes émotions sont mobilisées et que ce qui arrive à l'écran me paraît plausible, même si je sais en même temps que c'est pas plausible. Et cette espèce d'opposition, enfin, on en fait une opposition qui, à mon avis, n'a pas de sens. C'est juste que c'est deux modes cognitifs différents. On va avoir un mode qui va fonctionner sur la rationalité et la preuve, le mode argumentatif, et on a un autre mode qui va marcher sur un autre plan, qui n'est pas rationnel, en tout cas pas au sens strict, mais qui joue sur la diversité des modèles et leur capacité à venir enrichir notre expérience du monde. Ok. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a un de ces modèles qui est plus intéressant que l'autre, ou est-ce qu'il faut les deux? Comment est-ce que toi, tu vois le... Ah non, moi je pense que c'est nécessaire d'avoir les deux. Je repense souvent à ce qu'on a dans la Grèce ancienne, par exemple. Dans la Grèce ancienne, pour les Grecs, que ce soit Platon, Aristote ou d'autres, en fait, la vérité se dévoile selon plusieurs modes. Elle va se développer, si on reprend Platon, par exemple, sur un mode rationnel, qu'on appelle la philosophie. Hein, donc la philosophie, c'est par l'argumentation rationnelle d'atteindre la vérité, ou une certaine vérité, qui se dévoile de cette manière-là. Mais il y a un autre mode, c'est Platon, qui est le mode du mythe. Hein, il parle de moutos. Le terme grec moutos devrait se traduire par le discours vraisemblable. C'est-à-dire que c'est pas un discours vrai au sens strict, c'est un discours vraisemblable. C'est la vérité se dévoile, si on veut bien, de manière imagée ou de manière particulière. Et c'est ce qui fait qu'un grec sait très bien que les mythes qui l'entourent ne vous disent pas ce qui est ou ce qui a été, mais vous disent quelque chose de l'humain sous une forme un peu spécifique. Et donc moi, je crois que ces deux modes sont complémentaires. C'est-à-dire que lorsque je lis une fiction, j'apprends sur l'homme au sens humain, hein, j'apprends quelque chose sur l'homme qui ne pourrait pas s'apprendre autrement. La science est bien incapable de nous dire comment réagir à l'amour ou à la mort. Hein. Elle peut nous constater, il y a une mort ou il y a une modification métabolique qui fait qu'on pourrait se dire vous êtes amoureux. Mais on ne sait pas comment agir là-dedans. On n'a pas de modèle. Alors, ces modèles nous sont donnés par nos parents, nos amis, les sociétés, mais aussi par les fictions. Et donc, ces fictions, elles nous enrichissent de modèles de compréhension de notre condition humaine. Donc, moi, je crois que ces modèles sont complémentaires parce que la vérité n'a pas à se dévoiler que d'une manière différente. Mais comme on est dans une ère rationaliste, depuis le XVIIIe siècle en tout cas, on a le sentiment que ce qui n'est pas rationnel est forcément subjectif. Et donc faux, parce qu'évidemment, le raccourci est vite fait. Alors qu'en fait, non. Ce qui n'est pas rationnel ou ce qui ne se développe pas de manière rationnelle se développe d'une autre manière. Et je pense que la fiction est une bonne preuve d'autres manières d'apprendre, par d'autres canaux ou circuits, même si je ne saurais pas les nommer, qui pour moi rapprochent un petit peu de ce qu'on avait en Grèce ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux comprendre le choix, par exemple, individuel qu'on a tous eu dans notre vie, de manière récurrente ou non, de dire est-ce que je veux vivre une vie où je prends en charge de manière conscientisée les événements qui m'arrivent, même si ça va pas toujours être facile, parce que ça veut dire que je peux mettre au jour des souffrances, des blessures anciennes, autres, ou inversement, je préfère surfer sur l'existence et ne pas avoir à m'inquiéter de ces choses-là, avec le risque évidemment de reproduire en permanence les mêmes schémas. Et ben cette question-là, la science n'a pas grand-chose à nous dire là-dessus. Par contre, Proust
lorsqu'il faut choisir son chemin de balade dominicale du côté de chez Swann, va réfléchir à ça. C'est la condition humaine. On passe notre temps. Est-ce que je prends en charge ou est-ce que je fuis? Et et il y a quelque chose. Et on est beaucoup plus proche, même si Proust a écrit ça il y a 100 ans, et enfin plus. euh, euh, on dit, mais je comprends tellement ces types. Ouais. C'est ce qui m'arrive. Donc en fait, on apprend autrement. Et donc ces modes de dévoilement de la vérité, on va dire humaine, pour moi, sont pluriels par définition. Et ils sont en tout cas pas du domaine de la rationalité exclusivement ou inversement du domaine de la narration exclusivement. Ok. Alors moi, je suis curieux justement par rapport à ça. Quelle connexion, toi, tu fais entre fiction et l'imaginaire? Parce qu'aujourd'hui, l'imaginaire, c'est un sujet qui est très sensible pour moi, comme je travaille beaucoup aussi avec des jeunes, avec des enfants. Quelle connexion tu fais, toi? Bon, l'imaginaire, par définition, c'est l'articulation d'événements qui ne ont pas de pendant réel. C'est en fait, on ne peut pas. Donc pour moi, si vous voulez, enfin, si tu veux, la littérature, le cinéma, les séries TV, même les histoires vraies qu'on nous vend comme des histoires vraies, il y a une dose d'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la manière dont on articule les événements entre eux qui est imaginaire. C'est ce que Ricoeur appelle la mise en intrigue. Et en fait, je peux dire, ah, ce week-end, j'ai eu un conflit avec mon meilleur ami. Mhm. Si quelqu'un me dit pourquoi, je vais trouver des causes. Voilà pourquoi on s'est énervé l'un sur l'autre ou l'un avec l'autre. Mhm. Si je demande la même chose à mon meilleur ami, il va trouver d'autres causes. Ouais. Qui a raison? Bah, techniquement, les deux. Parce que chacun va corréler des causes pour expliquer une situation qui l'a par ailleurs dérangé. Hein. Euh, euh, donc, il y a une part d'imaginaire là-dedans, dans la corrélation. Parce que je peux pas le démontrer que c'est vraiment ça. C'est pas parce que je me suis levé de mauvaise humeur que 5 heures après, j'ai crié sur quelqu'un, par exemple. Donc pour moi, l'imaginaire fait partie de notre structuration du réel. C'est la manière qu'on a d'articuler les choses ensemble. Donc il est co-substantiel au réel, l'imaginaire. La narration, c'est une forme d'imaginaire particulier, parce qu'on peut très bien imaginer un imaginaire iconographique, par exemple. Donc dans la narration, on va articuler des événements dans un monde fictionnel, etc. Et puis, il y a peut-être encore une autre question sous-jacente à la tienne, qui est la question de la créativité. Mhm. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la plupart d'entre nous, en tout cas, je me rappelle très bien avoir vécu ça dans ma trentaine, puisque j'ai pu la dépasser maintenant, cette trentaine, où on se rend compte que la plupart des individus en Suisse romande, je pense que c'est valable en Suisse, commencent étrangement à avoir à peu près tous les mêmes scénarios de vie. On veut se marier, ou avoir des enfants, ou voyager, euh, euh, ou avoir une maison, ou bref, n'importe quoi. Mais ces scénarios sont comme par hasard beaucoup plus restreints que ceux qu'on avait à 20 ans, où il y en Ouais. a qui voulaient faire le Tibet, d'autres qui voulaient voyager toute leur vie, d'autres qui voulaient vivre sur un bateau, d'autres qui voulaient quand même se marier, avoir des enfants. Enfin bref, euh, euh, donc, l'imaginaire, comme moi je suppose que l'imaginaire, c'est la corrélation des événements divers. Euh, 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 Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont notre créativité, qu'elle soit individuelle ou collective, mais c'est plutôt individuelle, va produire des nouveaux imaginaires. Ouais. Comment nous, chacun d'entre nous, que ce soit les enfants, les ados, les adultes ou les personnes âgées, sommes capables, à partir de notre expérience du monde, de proposer des nouvelles corrélations Ouais. qui auront forcément une dose d'imaginaire, puisqu'on ne pourra pas démontrer leur pertinence, Ouais. mais qui pourraient potentiellement, c'est ça qu'on devrait appeler l'innovation. L'innovation aujourd'hui, elle est galvaudée parce qu'on appelle l'innovation une nouveauté. Mais une innovation, pour moi, elle est nécessairement de l'ordre de l'imaginaire. Il y a Ouais. nécessairement une nouvelle pratique qui est induite, un nouveau comportement, de nouvelles corrélations, des nouvelles manières de voir. Si c'est juste avoir le nouvel iPhone qui ajoute quelques fonctionnalités, mais qui ne change pas mon regard sur le monde ou sur mon utilisation quotidienne de mon téléphone portable, je ne suis pas dans une innovation. À la rigueur, je suis dans une amélioration, une adaptation, Ouais. un progrès marketing. Mais je suis pas dans une innovation. Pour moi, l'innovation, elle est nécessairement de l'ordre de la créativité et elle doit nécessairement induire des nouveaux quelque chose. Comportement, vision du monde, rapport à soi, rapport à autrui, à nos proches, rapport à nos... Enfin bref, n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a très peu d'innovation. Mhm. Et tant mieux, parce qu'on ne pourrait pas absorber trop d'innovation. On voit bien aujourd'hui comment la sphère politique, par exemple, n'arrive pas à innover par rapport à la question de la durabilité.
Ouais. Donc on se retrouve dans une espèce de discours qui marche pas. On doit garder un capitalisme qui nous oblige à avoir des plus-values sur tout ce qu'on consomme et produit, parce que sinon, bah, on va avoir des crises économiques sans fin. Donc on doit garder un niveau de productivité immense. Et de l'autre, on est sensibilisé à une cause qui risque de détruire tout ça. Et on ne veut pas faire semblant qu'elle n'existe pas, puisque les rapports sont quand même relativement clairs. Mais comment on innove? Bah, on n'arrive pas. Donc, on fait un peu ce qu'on peut, quoi. Ouais. Euh, 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 alors, on dit oui, bah, on va faire ça un peu différemment, puis on va mettre une taxe là, machin. Mais parce que l'innovation, euh, euh, la réelle créativité, c'est forcément quelque chose qu'on n'a pas encore, ou pas Ouais. déjà. Euh, euh, et donc, je crois que l'imaginaire est au cœur de toute créativité. Et c'est pour ça que dans mon travail quotidien, je ne peux pas comprendre cette séparation des secteurs. Les littéraires, les auteurs, la fiction est tout autant une source de créativité que la philosophie, les sciences ou les départements de R&D. Mhm. C'est juste qu'on a séparé ces choses-là et qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin les uns des autres. Ah Mais oui. c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est même l'inverse. Complètement l'inverse de ça. Parce Ouais. qu'au quotidien, on vit dans cet imaginaire-là tout le temps. Mhm. D'accord, super. Alors justement, tu parlais d'innovation. Moi, automatiquement, quand je pense à innovation, je repense justement à ce fameux DevTech où tu avais parlé science-fiction, donc du personnel de la défense. Parce que après, ça a attisé ma curiosité. En fait, après, j'ai un peu regardé. Tiens, en France, il y a aussi des initiatives dans ce sens-là. Il y a notamment la Red Team, qui est une équipe qui travaille justement sur tout ce qui va être littérature conjecturale, science-fiction, utopie, dystopie, etc. Et pour toi, en fait, quel peut être l'intérêt de la science-fiction pour la défense? Alors, je te demande ça parce qu'on a une chaîne spécifique pour la défense, une chaîne YouTube où on a pas mal de vidéos qui vont dans ce sens-là. Donc, Alors, en tout cas, je suis pas très fan de ce qui se passe avec la Red Team, dans le ouais, sens où, pour moi, si vous voulez, là, c'est une forme d'instrumentalisation de la fiction telle que je le vois. Parce que je suis ok. pas non plus membre de la Red Team, hein, donc je vais pas non plus. Mais il y a eu un peu le tollé en France quand la Red Team est arrivée. Pour moi, l'intérêt de la science-fiction, si vous voulez, le point principal, si tu veux, de la science-fiction, c'est qu'elle nous permet de diversifier nos modélisations en lien avec les sciences et les technologies d'aujourd'hui. Mhm. C'est qu'elle nous permet de ne comprendre que notre rapport au monde, d'une part, et à nous-mêmes, d'autre part, est informé par ces sciences et ces technologies. Le téléphone portable n'est pas qu'un outil qu'on utilise plus ou moins bien. Il est Mhm. quelque chose qui modifie, qui informe notre condition humaine. Ouais. D'un coup, ça passe par une médiation, notre corps devient surnuméraire ou accessoire pendant quelques heures par jour, on lui confie la mémoire, il devient une intimité très proche, hein. Personne regarde dans le téléphone portable de quelqu'un, c'est un peu un livre intime. Ouais. Enfin, c'est aussi un livre évidemment pour être quelqu'un d'autre, on peut s'inventer des vies, enfin bref. Tout ça réuni dans un petit carré de 15 centimètres par 8. Euh, donc, si vous voulez, pour moi, la science-fiction, elle va dire, tiens, comment les sciences et les technologies modifient profondément notre être au monde. C'est ça qu'elle fait. Puis elle le fait en exagérant, d'où l'extrapolation rationnelle, hein, la conjecture, en exagérant ces choses-là. Puis cette exagération va permettre d'établir un dialogue entre moi aujourd'hui et le monde exagéré. Et c'est en ça que c'est un modèle, hein. Mhm. Te rends-tu compte qu'aujourd'hui, peut-être que ton téléphone portable est une fuite, Ouais. ce que nous dit le roman Un neuromancien de Gibson de 84, hein. Peut-être que la technologie est devenue un support de notre fuite, et pas d'abord un outil informatique. Bon. Ça nous permet de réfléchir. Et si la technologie était une fuite ou Ouais. un outil de contrôle, pour reprendre Deleuze, etc. Donc, elle nous permet de dialoguer avec nous. Alors après, au niveau militaire, bah, elle fait la même chose. Elle va nous permettre de dialoguer, mais elle va pas dialoguer avec les inventions ou les innovations militaires. C'est pas ça son propos. Son propos, c'est est-ce que finalement un militaire aujourd'hui de carrière ou un soldat euh, 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 peut être autre chose sur un champ de bataille qu'un robot. Ouais. D'où le fait que dans la science-fiction, ce sont les robots qui se tapent dessus, hein. Euh, 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 Parce qu'un robot, quelque part, dans ses propriétés constitutives, bah, ça accomplit un peu son programme. Ouais. Ça va en tout cas pas aller à l'encontre des ordres. Mhm. Mais en parallèle, on va dire, oui, mais c'est quoi un être humain?
bah, c'est quelqu'un qui est libre, du moins le croit-on en démocratie. Euh, oui, mais la liberté, ça veut dire qu'en fait, on peut choisir quelque part. Oui, bah alors c'est que si je pense que l'ordre n'est pas adapté, j'ai le droit de choisir. Euh, 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 Parce que sinon, si j'ai pas le droit de choisir, alors je ne suis plus en démocratie, mais je suis devenu un robot. Elle va poser ces questions, elle va pas se situer, elle va pas dire ce qui se passe, mais elle va relancer à chacun la possibilité de s'interroger. Donc, peut-être que le champ démocratique ne s'applique pas à un champ de bataille. C'est plus un champ démocratique. Donc, pendant ce moment-là, malheureusement ou heureusement, suivant le point de vue, l'être humain n'est plus un être humain. L'être humain est devenu un robot. Et c'est peut-être pas étonnant que sur les champs de bataille, malheureusement, c'est là où on voit une bonne cruauté humaine qui Mhm. laisse penser que les gens sont plus des humains, Ouais, qu'il y a quelque chose d'autre qui est mis en place. Donc, vous voyez, tu vois, elle va jamais apporter un scénario probable pour la guerre du futur. ouais, Elle va venir pointer la manière, en tout cas dans ce que je connais moi, et c'est là où elle est la plus efficace, c'est lorsqu'elle est libre de s'entretenir avec nous, hein, elle va pointer ce qu'est un humain sur un champ de bataille, ce qu'est un humain ou un soldat à l'ère des drones, ouais, ce qu'est un humain dans un conflit cyber, enfin une cyberattaque, ouais. etc. À quel point on est devenu fragile par rapport à la protection de nos données. Donc elle va venir pointer ces choses-là, mais parce que ce qui l'a intéressé, c'est que dans ces choses-là, il y a une image de l'homme qui se construit. Ouais. Et que cette image de l'homme-là, on peut l'interroger. Donc, en gros, Donc, vous voyez, ouais, c'est un vecteur de prise de conscience, quoi, en fait. oui, puis c'est une sorte d'image miroir. On te renvoie ton image et on te dit, bah voilà. Mais ça veut pas dire qu'on te dit c'est ça. C'est pas une démarche rationnelle. On te propose une image narrative avec laquelle tu peux t'entretenir. Mhm. Alors tu peux faire comme chez Proust, hein, tu peux dire ceci n'est que de la fiction, on s'en fiche. Et puis donc, et donc tu consommes tes romans parce que tu cherches pas quelque chose. Ou alors tu peux dire non, ben, ce roman il m'offre une image qui dialogue avec mes préoccupations, avec ma vie, avec mon activité ou que sais-je. Et ce faisant, je rentre dans un dialogue et une des vertus anthropologiques de la fiction et de la narration, c'est que dans ce dialogue, je suis capable de m'évaluer. C'est-à-dire, je suis capable de prendre de la distance par rapport à moi, puisque je passe par un dispositif tiers, pour m'interroger. Hein, et si moi, en tant qu'employeur, par exemple, est-ce que j'attends de mes employés qu'ils soient des robots? C'est-à-dire qu'ils accomplissent un programme déterminé par un cahier des charges, un salaire, des responsabilités? Ou est-ce que j'attends qu'ils soient libres? Mais qu'est-ce que ça implique par rapport à la position de manager et comment on va faire pour travailler ensemble cette liberté pour qu'elle soit pas déstabilisante pour l'entreprise? Et comme par hasard, depuis les années 1920, la science-fiction produit en masse des romans qui mettent en scène des robots, c'est-à-dire des travailleurs, hein, puisque c'est la traduction du mot robota en tchèque, Mhm. des travailleurs au service d'un pouvoir. Et c'est pas pour rien que ces robots, bah, leur première dans la science-fiction, ce qu'ils veulent impérativement faire, c'est de se rebeller, c'est-à-dire de retrouver une liberté qui leur a été ôtée par le Mhm. fait qu'ils ne sont que les esclaves d'un système, que ce système soit militaire, capitaliste, communiste ou que sais-je. Mhm. Ça marche. Et par rapport justement à ce rassemblement-là, DevTech, la grosse thématique, c'était l'intelligence artificielle. Et toi, quand je te balance les mots-clés créativité, innovation, fiction, intelligence artificielle, quelle connexion tu fais justement avec l'IA notamment? Bah, l'IA, c'est marrant parce que c'est un peu tendance ces temps, donc je veux dire, sur plein d'invitations, parce que mon point de vue sur l'IA, de nouveau, je suis pas un ingénieur, donc je vais pas m'aventurer à expliquer ce que c'est que l'IA. Bon, Ouais. je sais juste, pour avoir quand même suffisamment lu de choses là-dessus, que l'IA, et je parle bien de l'IA réelle, c'est une métaphore. En fait, le mot qu'on utilise, hein, intelligence artificielle, est une métaphore. Ouais. Bizarrement prise à la lettre. Hein. Euh, 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 C'est-à-dire que c'est une image peu heureuse à mon sens, parce qu'elle alimente des peurs. Hein. Si une IA peut être intelligente, alors on a du souci à nous faire, parce que nous, on se rend bien compte, les humains, qu'on n'est pas tout le temps intelligents. Bon. Mais ce qui va m'intéresser davantage, c'est la manière justement dont euh, l'IA est représentée dans la fiction aujourd'hui. Et ce que j'en tire comme nouvelle corrélation, c'est que dans ce que je connais qui thématise la question de l'IA au niveau de la narration et de la fiction, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une très bonne image, un très bon modèle, comme je disais avant,
pour venir parler, non pas des IA, parce que soyons honnêtes, tout le monde s'en fiche un peu de ces IA. Au quotidien, on n'est pas traumatisé par le truc. Des fois, on a un peu peur ou on joue à se faire peur, mais ça va. On arrive à vivre. Allez, c'est pas comme si on avait une armée aux portes de nos villes. On se dirait, voilà, ça devient un peu dangereux. Euh, euh, donc, pour moi, l'IA dans la littérature et le cinéma, c'est une excellente image, c'est un excellent modèle pour venir dialoguer avec quelque chose qui est peut-être un peu provocateur, mais que c'est que nous sommes devenus des IA. Ouais, Pourquoi? Parce que nous passons un temps de plus en plus grand dans les réseaux informatiques. Autrement dit, on sollicite de moins en moins notre corps. ouais, Et qu'est-ce que c'est qu'une IA sans être, enfin, si ce n'est un cerveau, des activités, on va dire, cérébrales, sans corps. Vous voyez, le robot était un corps sans âme. C'est pour ça que c'était un esclave. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire et il pouvait pas se rebeller. C'est ça le robot. Bah, l'IA, pour moi, qui apparaît dans les années 80 dans la science-fiction, c'est l'inverse. C'est une âme, si on veut bien, sans corps. Euh, 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 et qui fait qu'on a bien vu que le temps où on passe, enfin, le temps passé sur les réseaux informatiques aujourd'hui, pour un occidental moyen, a plus que doublé en 10 ans. ouais. Donc on est de plus en plus une âme, alors appelons ça autrement parce que c'est un peu une connotation religieuse, mais un esprit, des fonctionnements cérébraux, neurologiques, et de moins en moins un corps. Et donc soudainement, ça devient une très bonne image qui vient nous poser la question, est ton corps là-dedans? Est-ce que tu serais pas en train de le fuir Super. à travers ça, de te protéger d'autrui? Quand on prend un bus ou un train, on voit bien que quand on a cette clé de lecture, on se dit, mais en fait, les gens se protègent du monde. Parce que quelqu'un qui est sur son téléphone, vous n'allez pas aller, si ce n'est par impolitesse qui risque de vous être reproché, vous n'allez pas aller lui parler. Il est dans son monde. Mais c'est son monde à lui, tout seul, puisque son téléphone n'est déjà qu'une matérialisation de son propre monde. On choisit ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Donc, il est dans une démarche un peu solipsiste. Et si je vais lui parler, je vais avoir l'impression de l'offusquer. Donc, la relation à autrui, mais oui, ce qui est premier, c'est pas le téléphone. Ce qui est premier, c'est comment trouver un palliatif au fait qu'un truc qu'on supporte pas, c'est l'autre ou soi. Waouh! Hein? Oh, purée, waouh! Ah, j'adore. Parce que si je Euh, peux plus me blairer parce que je sais pas comment gérer mes trucs, enfin, j'en sais rien, ou j'ai trop de pensées, on voit ça pour les gens un peu mélancoliques. Euh, et si je passe 8 heures sur YouTube, ça va bien se passer, hein. J'irai pas mieux, mais j'aurais un peu oublié des trucs. Donc ça peut devenir un palliatif. Si je sais pas comment interagir avec autrui, si j'ai peur d'autrui, parce que pour moi il y a beaucoup de ça, hein. Si j'ai peur d'autrui, bah l'écran fait écran. Là, le jeu de mots est facile. Parce que personne va venir me déranger. Et si quelqu'un vient m'interrompre alors que je suis sur mon téléphone, puis écoutez, vous voyez bien que je suis occupé. Donc ouais, soudainement, on voit que, et la science-fiction, c'est ce qu'elle ferait, c'est qu'elle exagérerait ce qu'on est déjà en train de vivre, par exemple, en enfermant les gens dans des cercueils, où ils pourraient quand même communiquer, mais via des réseaux avec l'extérieur. Et le lecteur pourrait dire, mais moi, je suis quand même très seul. Il y a combien de personnes qui mettent leurs mains sur mon épaule par jour? Il y a combien de personnes qui me parlent que je connais pas, hein? Et on se rend compte qu'on est entouré que par nous-mêmes. On est entouré que par les gens qui sont comme nous, ou qu'on a admis dans notre sphère à nous. ouais. Et que quelqu'un qui vous parle spontanément dans la rue, en plus en Suisse, c'est encore pire, on trouve ça presque louche, quoi. On a oublié ce truc-là. On s'est protégé des autres. Ouais. Et donc la science-fiction va plutôt faire ça. Donc l'IA va plutôt être une image de repli sur soi. Et puis après, chaque roman ou chaque film va essayer de proposer un modèle qui explique pourquoi on se replie sur soi. Et Waouh! puis chacun de ces modèles est pertinent. Mais il y en a qui me parleront plus que d'autres, parce que justement, il y a plein de raisons. Il n'y a pas qu'une raison pour laquelle on se ferme sur soi. On peut se fermer sur soi parce qu'on a peur. On peut se fermer sur soi parce qu'on a tellement souffert qu'on veut plus souffrir. On Ouais. peut se fermer sur soi parce que l'autre, ben, on sait plus comment interagir avec. Enfin bref, il y a 1000 raisons et il y a 1000 romans. Waouh! Ah, purée, c'est fort ça, c'est super fort. J'ai beaucoup aimé là, cette partie. Le fait qu'on devient des intelligences artificielles parce que justement on se coupe du corps. Waouh, génial, 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 génial. Et là justement, ben, tu pointais le fait que les jeunes passent énormément de temps sur leur téléphone, leur tablette, etc. Est-ce que tu penses ça peut avoir un impact positif ou négatif sur leur créativité? Alors déjà, je préciserai parce que s'il y a des jeunes qui nous voient, je pense que tout le monde fait ça. Ouais, La bien sûr. différence avec la différence avec les ados, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils ont été plongés dans ce monde-là, les digital natives, et puis leurs parents ont eu la mauvaise idée
Et en même temps, on l'a tous eu, cette mauvaise idée de leur offrir à un moment donné un téléphone portable. Mhm. Et en plus, on leur a offert un téléphone portable à des âges de plus en plus avancés. Ah, d'abord, c'était 16 ans, à 14, peut-être maintenant c'est 12. Donc en fait, on leur a dit, débrouille-toi avec ce truc. Nous, on sait pas trop comment gérer. La preuve, c'est que le matin, on est sur nos téléphones portables et le soir, on est sur nos téléphones portables. Euh, euh, débrouille-toi, fais mieux que nous. Voilà. Parce que nous, on s'est fait capter puis on n'y arrive plus. Puis les jeunes, ils font, voilà. Sauf que bizarrement, je pense que les nouvelles générations qui ont vécu avec cette espèce de prison, on leur offre une prison quand même en termes de nombre d'heures par jour, hein, Mhm. euh, ils ont une possibilité plus grande que nous d'être créatifs, paradoxalement. Parce que eux vont en avoir marre. Moi, j'ai certains de mes étudiants qui ont une vingtaine d'années qui commencent à dire j'en ai marre, je boucle mes comptes Instagram, j'ai envie de me déconnecter. Enfin, parce qu'ils ont, alors peut-être pas de la bonne manière, mais ils ont vécu des choses qui étaient complexes. Ils ont enregistré des souffrances quelque part dont nous, on n'a pas idée. Nous, on s'envoie pas des photos. Enfin, on fait pas ces trucs-là un peu glauques que les jeunes font plus facilement. euh, Parce que bon, on a une utilisation un peu lambda, quoi. Mais suivant les souffrances, hein, vous avez été banni, exclu d'un groupe, on vous a bloqué, on se fiche de vous. Enfin, les souffrances pour elles, elles sont réelles. Elles sont pas moins réelles que celles que nous, quand on n'avait pas de téléphone portable, on a obtenu. Et donc, à mon avis, ils vont pouvoir eux établir des nouvelles corrélations. Comment je rentre en contact avec l'autre, alors que depuis l'âge de 11 ou 12 ans, à part à l'école, ce contact est médié par une interface. Ouais. Eux, je pense qu'ils en auront plus vite marque de nous. Dire, mais moi, j'ai envie de retrouver la chair. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ces nouveaux mouvements, les zadistes, etc. Alors, sans l'aspect politique, hein, mais on voit ces nouvelles générations qui se prennent dans les bras les uns des autres. Il n'y a plus aucun adulte qui fait ça. Et vous faites ça, enfin, vous soumettez à un ensemble de problématiques sans fin. Ouais. On voit des jeunes qui retrouvent le corps. Alors nous, on l'avait aussi, ils l'ont toujours, c'est bien. Il y a peu de raisons qu'ils le changent, mais peut-être qu'ils le garderont. Ça dépendra de leur capacité à se dire, mais en fait, ce truc, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est assez bien. Donc, je crois qu'ils sont tout autant créatifs que nous, voire plus par rapport aux nouvelles technologies, parce que eux ont vécu dedans. Ouais. Alors que nous, c'est quelque chose qui est arrivé un chouïa plus tard, quand même. Euh, Ouais. donc, je crois que cette créativité, elle n'est pas liée à l'âge, elle est liée à cette capacité de créer des corrélations. Donc, plus vous connaissez le monde dans lequel vous vivez, et c'est là où je pense que les jeunes ont un net avantage sur nous, plus vous êtes capable de créer de nouvelles corrélations. Tandis qu'aujourd'hui, pour un adulte de 40 ans et plus, pour les nouvelles technologies, c'est peut-être un peu différent. Qui a vraiment envie de modifier Facebook ou Instagram? Ça arrive, mais c'est rare. Alors qu'à mon avis, dans les nouvelles générations, beaucoup plus. Comment on peut avoir du nouveau contenu, trouver une autre manière de solliciter notre communauté, comment on peut partager avec les gens. Enfin, c'est des questions qui sont beaucoup plus essentielles pour eux que pour nous, en fait. Ok, ça marche. Et puis pour revenir un peu sur la fiction, d'après toi, justement, quelqu'un qui va s'intéresser à la fiction, qui va commencer à en lire, qui va commencer vraiment à explorer tout ça, quel type de compétences ou de capacités ça permet à un être humain de développer? Alors, à mon avis, bah, ça diversifie ses modèles, déjà. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple de l'IA était bien, hein. S'il y a 1000 romans sur l'IA, chacun va avoir un modèle spécifique Mhm. qui va expliquer des causes, qui va expliquer des éléments. Il y en a un pour qui l'IA, ça va être la fuite du corps. Un autre pour qui l'IA, ça va être, en fait, la fuite de l'autre. Il y en a un pour qui l'IA, ça va être une manière de refuser la mort. Enfin bref, chacun va avoir son propre modèle. Et comme le lecteur va recevoir tous ces modèles, ça va l'enrichir dans sa perception du monde et dans sa capacité à le rendre intelligible. Et d'un coup, je vais avoir des nouveaux outils pour comprendre un comportement. Si je vois que des jeunes dans un train sur leur téléphone portable, je vais pas dire, ah, regardez cette nouvelle génération qui a plus de valeur, qui est un peu le discours à la old school. Je vais dire, non, ils sont en train de chercher quelque chose à travers ça. Mhm. Mais la question, c'est que cherchent-ils? Ouais. Quand moi je rentre et que je vois mes profils Facebook et autres, moi je publie pas beaucoup, mais quand je vois ce que les gens publient, je me dis, mais qu'est-ce que vous cherchez avec cette publication? C'est quoi la main tendue en fait? Ouais. Il y a ce qu'on me dit dans la publication, puis il y a quelque chose derrière en fait qu'on me dit pas. Et donc moi j'ai l'impression que la fiction, elle nous apprend ces nuances. Depuis tout petit d'ailleurs, elle le fait, hein. Euh, euh, et une des fonctions de cette nuance, c'est qu'elle nous permet de nuancer justement ou d'être alerte différemment à
notre compréhension des phénomènes du monde. On peut voir les choses autrement. Super, waouh. Ouais, mais c'est passionnant. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, alors, tu as fait aussi le lien avec le fait que bah, quelquefois, ça peut être une fuite, tous ces éléments technologiques. Et je dirais, pour moi, en fait, dans ma conception, le français, c'est la base de la communication. C'est-à-dire vraiment, la communication, c'est le truc qui est vraiment important. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, du niveau d'enseignement de la communication de manière générale dans les systèmes scolaires? Est-ce que tu penses qu'il est suffisant qu'il y a des manquements au niveau de la com? Alors, je suis pas je connais pas très bien les plans d'études, donc je vais pas m'aventurer trop loin. Je pense que à mon avis, ce qui manque vraiment aujourd'hui, mais peut-être que ça se fait un peu, ça dépend des enseignants, c'est que pour moi, la langue, le français, l'allemand, enfin ce qu'on veut, la langue, c'est pas d'abord un outil de communication. C'est d'abord un outil de structuration de mon expérience au monde. C'est comme ça que j'explique que je comprends le monde. Ça passe par le concept, pas que, mais hein, quand j'essaie de comprendre un de mes comportements, je vais y réfléchir. J'ai besoin d'une langue. C'est ce que nous montre très bien le roman 1984 d'Orwell. Hein. Plus j'ai de mots, plus je suis capable d'être nuancé dans ma compréhension du monde. Donc la langue maternelle, c'est la langue qui nous permet de comprendre le monde. Et soi, évidemment. Donc c'est pas d'abord une discipline, c'est d'abord un outil fondamental pour structurer notre être au monde et le monde. Voilà. Cet outil-là, ensuite, il peut être utilisé de plein de manières. Et en fait, on peut inventer plein de langages. Une recette de cuisine, où on va lister les ingrédients, etc., bah, c'est une des utilisations du français, ou de l'allemand, ou de l'anglais. Euh, euh, un texte poétique, c'en est une autre. Mhm. Un texte de loi, c'en est encore une autre. Et aujourd'hui, à mon avis, la communication, c'en est encore une autre. Chacune de ces formes s'appuie sur un ensemble de codes. On ne parle pas quand on communique sur un sujet de la même manière que quand on fait une recette de cuisine ou de la même manière quand on fait une poésie. Pas la même, pas les mêmes codes qui sont convoqués. Et donc, plus je vais maîtriser ces codes, plus je vais être capable de créer, alors d'investir les champs de la langue, communication, esthétique, que sais-je, mais plus je vais être aussi capable de les repenser, de les recréer. Moi, je trouve que les stratégies de communication aujourd'hui sont souvent relativement convenues parce que je pense qu'il est difficile d'être créatif. Alors, heureusement, il y a plein de trucs qui sont créatifs, hein. Mais c'est pas si fréquent que ça. Parce que il faut avoir une réflexion sur la langue qui est assez forte, en fait. Mhm. Comment je communique à quelqu'un qui n'a pas le besoin une chose dont il devrait avoir le besoin? Ouais. Bah, techniquement, je vais pas y arriver. Donc je dois le persuader, il y a un peu de rhétorique, puis je vais le persuader comment? Alors je fais des concours, enfin, comment je fais pour le persuader que c'est bien? Ouais. Ben, il y a plein de stratégies. Donc pour moi, la littérature, elle nous offre de nouveau cette même manière d'interroger ces éléments avec lesquels on est en interaction. Ouais. D'accord. Et justement, là, tu as commencé à parler de persuasion et autres. Euh, Souvent, la communication, on dit, c'est vraiment un des grands vecteurs d'influence, de persuasion et de manipulation. Comment tu comprends ces trois mots et les distinctions entre les trois? Parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Influence, persuasion, manipulation. Bon, l'influence est peut-être le plus neutre, c'est-à-dire c'est cette idée que dès qu'on est en interaction avec quelque chose, un discours, un objet, un individu, alors le système composé par ces deux individus, enfin, par ces différents éléments, bah justement, c'est systémique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est radicalement opposé. Du moment où je fréquente quelqu'un, l'influence de cette personne sur ma personnalité existe. Alors, on essaie de la minimiser avec les années, mais on se rappelle bien qu'à 16 ans, on était très mimétique et on faisait en sorte que l'influence de l'autre, je veux appartenir à ce groupe, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour être accepté par ce groupe, son influence est très grande. Mhm. Donc, l'influence, pour moi, elle est plus un constat d'état. C'est-à-dire que je peux modifier un nombre d'éléments personnels pour appartenir à un groupe, être engagé dans un emploi ou que sais-je. Ensuite, la persuasion, c'est le truc d'après. En fait, c'est plus seulement je suis influencé, c'est qu'on veut me persuader. Donc, il y a une logique beaucoup plus
forte, hein, beaucoup plus Mhm. dure. Euh, c'est dire à quelqu'un, tu as tort, ou du moins ce que tu penses n'est pas tout à fait juste. Moi, je vais te dire ce qui est juste. Donc, c'est une manière d'aller plus loin que l'influence. Mhm. C'est une manière de récupérer quelqu'un dans un cercle d'influence. Mhm. Euh, euh, donc, dans la persuasion, il y a vraiment cette idée de convaincre l'autre qu'on n'a pas dans l'influence. L'influence, vraiment, on n'est même pas convaincu. On est influencé, Ouais. plus ou moins fortement. Euh, mais évidemment, il faut que je sois influencé pour qu'on me persuade. Aujourd'hui, on a beaucoup de ces discours de persuasion qui sont souvent des discours argumentatifs. Mhm. Qu'on va prendre, en fait, souvent un peu benoîtement, parce qu'on n'a pas la capacité de contre-argumenter sur tout. Ouais. Puis, dernier point, la manipulation. La manipulation, c'est viser la persuasion par des moyens détournés. C'est en fait, je n'explicite pas vraiment, hein. Je veux ça, mais je vais pas dire que je veux ça. Donc, je vais tourner un peu les choses pour obtenir quand même ça. Ouais. Donc, c'est des manières de persuader, mais de manière biaisée ou déviante, Ouais. en sachant que la manipulation peut être consciente et inconsciente. Ok. Est-ce que tu penses que c'est nécessairement négatif ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la persuasion et de la manipulation positive? Qu'est-ce qui Ah bah déterminerait que non, ce soit positif, si ça ah pouvait non, l'être? bah alors bon, c'est un peu vaste, mais par exemple, si j'apprends à mes enfants et que je les persuade que c'est quand même dangereux de traverser une route où il y a beaucoup de voitures parce qu'ils vont avoir très mal s'ils se font shooter, c'est peut-être bien que ce soit pas que de l'influence. Ouais. Ce serait bien qu'ils soient persuadés Ouais. de ça. Euh, 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 donc c'est pas négatif en soi. Ouais. D'ailleurs, je pense pas que la persuasion soit négative. Mhm. Euh, euh, si ma manipulation vise une cause noble, bah, je peux m'en porter responsable et Ouais. digne. Mais si c'est pour obtenir une sorte d'ego trip, ben peut-être moins. Donc je crois pas qu'il y a de critères, mais il y a en tout cas cette idée de se respecter. Lorsque l'influence n'est plus vécue sur le mode du respect, ça devient de la propagande. Lorsque le fait de convaincre quelqu'un ou de persuader quelqu'un n'est plus vécu sur le mode du respect, ça devient de la dictature. Mhm. Et si je peux même plus partager ce que j'ai dans ma tête, ça devient une totalitarisme. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est assez, assez standard, mais il faudrait aller cas par cas pour être sûr de faire juste. Ok. Et donc, effectivement, tu indiques cette notion de respect, et j'imagine dedans, tu parles du respect de soi et respect de l'autre pour que Ouais, vraiment ouais, un les deux. équilibre entre les deux, quoi. Les deux, ouais, ouais. Super, super. Il y a une expression, ça va être, je pense, la dernière question, puisque on arrive tout doucement sur la fin. Il y a une expression qui dit on ne peut pas ne pas communiquer. Qu'est-ce que toi t'en penses? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle communiquer. Je pense qu'on est tout le temps en train de communiquer. C'est-à-dire, en fait, même quand on est dans un silence, Hmm. la question, c'est plus, je dirais, je pense qu'on peut ne pas communiquer dans le sens de l'expression verbale ou directe d'un message de communication. Je pense que l'être humain ne peut pas s'empêcher de ressentir et de faire ressentir. Quand on est triste, ça se ressent. Ouais. Après, la plupart d'entre nous, on s'en fiche un peu, donc on fait pas trop attention aux gens autour de nous qui sont tristes. Mais ça se ressent si on fait un tout petit peu attention. Donc, si ça, c'est de la communication, alors on peut pas s'empêcher de communiquer. Mais moi, je vois la communication d'un point de vue plus prosaïque. C'est un acte d'énonciation qui rejoint un récepteur. Mhm. Alors que quand je suis en colère, j'ai pas forcément envie de rejoindre un récepteur. Ouais. Hein, je peux avoir envie d'être dans mon coin. Donc je crois qu'on communique tout le temps, ou plutôt qu'on ressent tout le temps, que ces choses, elles sortent de nous tout le temps. Mais, mais j'appellerais pas ça de la communication. Et si on appelle ça de la communication, alors oui, on ne peut pas s'empêcher de communiquer, selon moi. Super. Et puis, bah, le dernier point, c'est, voilà, puisque tu es dans le monde de l'utopie, dans le monde de tout ça, si tu avais un message utopique à transmettre à l'humanité, ça serait quoi? Hmm. Bah, ça serait de, pour reprendre et terminer un peu en beauté sur ce que je disais sur Proust, ça serait de prendre le chemin difficile, parce que c'est que dans ce chemin-là que la créativité est possible, et donc qu'un monde meilleur est possible.
Alors que prendre le chemin de la fuite dans la consommation, dans l'oubli de soi, etc., ou dans la croissance économique, bah, on va faire que faire perdurer ce qu'on est en train de faire. On va en tout cas pas le créer. Waouh. Oh là là, waouh. Eh ben, purée, c'est fort et c'est touchant à la fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je sais pas si ça te va. Ah, mais pour moi, c'est parfait. C'est parfait, vraiment, au-delà de mes attentes. Alors, peut-être juste, bah, si tu veux nous dire peut-être un ou deux petits mots sur le musée, justement, de la science-fiction, parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, pour terminer? Alors, la Maison d'ailleurs, c'est un musée qui existe depuis assez longtemps, depuis 1976. Moi, j'ai repris la direction du musée il y a 12 ans. C'est un musée qui est dédié, en fait, on dit le musée de la science-fiction, mais plus généralement maintenant, il est dédié, en fait, à des questions de société qui sont traitées par le biais, justement, euh, de la thématique du musée. Hmm. Donc, par exemple, pour donner un exemple, ça en vaut 100. On a actuellement jusqu'au 7 janvier 2024 une exposition sur la révolte. Elle s'appelle Révolte. C'est une exposition qui réfléchit à la question de la révolte, euh, euh, qui est originellement la mise en mouvement. Hmm. Celui qui se révolte, c'est celui qui agit. Sinon, il s'indigne. On peut être indigné et ne pas réagir. Euh, la révolte, il y a une action qui s'appuie en général sur l'indignation. Donc nous, l'expo essaie de réfléchir déjà à qu'est-ce que c'est que la révolte, une mise en mouvement, et pourquoi est-ce qu'on se met en mouvement, et puis comment. Et c'est pour ça que là, on montre autant avec d'un point de vue artistique que d'un point de vue littéraire ou cinématographique, à quel point, en fait, on a plein d'outils d'indignation, mais on se révolte pas souvent. Alors qu'en fait, cette révolte, même si elle se manifeste pas dans l'espace public, c'est la révolte personnelle. C'est celle qui vous dit, non, mais il y a quelque chose qui va pas dans ce monde. Donc, c'est une expo qui va utiliser les dystopies, le cyberpunk, hein, donc des mouvements de la science-fiction, pour venir pointer non pas ces mouvements-là, c'est vraiment un musée grand public qui a cherché à ouvrir son discours depuis quelques années. Donc, on va pas chercher à travailler sur la dystopie, par exemple, mais on va montrer comment la dystopie, elle vient nous ébranler, donc nous mettre en mouvement, quelle que soit l'issue de ce mouvement. Donc, c'est une expo qui parle de ça. Comment on peut se mettre en mouvement aujourd'hui à l'aune bah, de nos esthétiques à nous, enfin, de nos intérêts à nous. Super. Ok, bah, en tout cas, si ça vous intéresse, bah, allez-y. Yverdon, en plus, c'est magnifique. Donc, c'est l'occasion de découvrir un bel endroit et puis bah, surtout un musée, je pense, qui peut beaucoup apporter. En tout cas, bah, je voudrais te remercier vraiment de tout cœur, Marc, parce que ça a été difficile de t'avoir, parce que je sais que tu as un agenda qui est vraiment chargé. On C'est a pas pu- toujours évident, mais c'était vraiment un plaisir aussi de passer ce moment avec toi. Ben, merci. Et puis l'important, c'est qu'on le fasse, et on l'a fait. Ben oui, on l'a fait. Alors, merci à toi, Marc. Merci à vous également qui regardez cette vidéo. Alors, pensez à vous abonner à... On a régulièrement des masterclass comme ça qui nous viennent. Il y aura toutes les infos aussi sous la vidéo. Comme ça, ben, vous pourrez avoir un lien directement vers la maison d'ailleurs et puis vers tout ce que Marc voudra partager avec vous. Et puis, ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne suite et à bientôt.